Salut tout le monde! En préambule de la Coupe du monde, je suis parti à la rencontre de fans qui vont suivre durant l'été leur sélection. Le but est de connaître aussi bien les favoris au titre que les petits poussés qui vont découvrir ou redécouvrir le mondial. Non qualifiée en 2022 à la suite d'un scénario rocambolesque contre le Cameroun, l'Algérie sera bel et bien présente pour cette édition 2026. Elle qui a pris l'habitude d'embêter les grosses nations de leur histoire, les Fennecs veulent à nouveau surprendre. Bonne écoute à vous. Bonjour, bonjour à toi, merci d'avoir accepté le jeu de l'interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et quelle équipe tu supportes et de quelle équipe va-t-on parler aujourd'hui? Tout d'abord, bonjour. C'est super sympa pour cette interview. Ben, je m'appelle Amine, je suis algérien et je supporte l'équipe d'Algérie. Ça fait combien de temps que tu suis l'équipe d'Algérie? Eh ben, je suis l'équipe d'Algérie depuis que je suis tout petit, hein. J'ai commencé à regarder depuis que je connais le football, à peu près depuis mes 10 ans à peu près. J'ai commencé à peu près à voir l'équipe d'Algérie depuis la CAN 98. Ah oui, oui, donc ça fait vraiment très longtemps, donc tu as pu voir une grosse évolution depuis maintenant bientôt 30 ans. Exactement. Moi, je suis passé par toutes les émotions avec l'équipe d'Algérie. On va commencer ce podcast par un petit point historique sur l'Algérie en Coupe du Monde. Ça sera la cinquième Coupe du Monde de l'Algérie. Et C'est l'Algérie, ça. qui a la moins de participation que ses voisins Maroc et Tunisie, j'ai l'impression que les apparitions de l'Algérie ont toujours été plus remarquées sur certains points. Je pense notamment à la victoire contre la RFA en 82 et même le parcours de 2014, par exemple. Oui, certes, on a, je crois, une ou deux participations de moins que le Maroc et peut-être deux moins que la Tunisie. Euh, Certes, normalement, petit point de rappel. Je comprends toujours pas aujourd'hui comment on n'a pas pu participer à la Coupe du Monde 2022. Donc ça reste un traumatisme. On y participe tous les jours parce que le niveau des deux confrontations, on était largement au-dessus. Et ça, je le dis sans chauvinisme, hein, c'est la vérité, hein. On était largement au-dessus de l'équipe adverse. Et après, il y a eu des faits de match qu'on connaît tous, mais bon. Mais c'est vrai que, au fait, parce que les Algériens, quand ils arrivent en Coupe du Monde, tellement ils veulent bien faire et ils participent pas souvent. Donc, quand ils participent, ils essaient de jouer le tout pour le tout, d'être remarqués. Et aussi, il y a les gens aussi qui oublient. Certes, il y a RFA en 2014, mais un match aussi très intéressant, un match nul contre l'Angleterre en 2010, que c'est un match très, très intéressant. Les gens, ils remarquent pas beaucoup parce que c'était un 0-0, mais c'était un très, très gros match et notamment, vu sur l'aspect défensif, ce fut un gros match aussi. Mhm. Oui, il y a eu des matchs marquants dans l'histoire de l'Algérie en Coupe du Monde. C'est exactement ça. Mais par contre, on a sur l'aspect, si on prend par exemple la dernière participation en 2000, on s'arrête au huitième de finale. Juste par exemple, on marque plus de buts que le Maroc qui arrive en 2022, qui arrive en demi-finale. Oui, oui, il y a notamment une victoire 4-2 contre la Corée, notamment. On met 7 buts, eux ils mettent, je crois, 5 buts sur toute la compétition et nous on met 7 buts. Ok, ok. J'aimerais revenir sur l'évolution qu'a eu l'équipe d'Algérie depuis 4 ans. Tu t'en parlais, l'Algérie ne se qualifie pas à la Coupe du Monde à la suite d'un scénario qu'on pourra qualifier d'assez rocambolesque contre le Cameroun, avec notamment un but de Karl Toko Ekambi, c'est ça qui offre la qualification au Cameroun et de facto l'élimination à l'Algérie. Malgré cette non-qualification, Jamel Belmadi reste en poste et il sera même là pour la CAN 2023. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette, entre guillemets, du parcours de Belmadi après cette non-qualification? Au fait, cette non-qualification en mondial de 2022, sur le coup, l'opinion publique algérienne n'a pas fait porter le chapeau au coach. Au fait, ils l'ont plutôt épargné et ça m'a surpris, hein, sur le coup, en connaissant bien le public algérien et surtout la presse sportive algérienne, comment elle est impitoyable. D'ailleurs, des fois à raison, hein, des fois ils ont raison d'être très exigeants. Et parce que à l'aller, il avait gagné au Cameroun. Et ça ne s'était pas passé depuis 1998. En fait, le Cameroun n'avait pas perdu à domicile depuis 1998.
un match officiel et ils n'avaient pas perdu à domicile. Et, et nous, on arrive et au fait, on s'en médiocre. Hein. Du moins, ce qu'on peut dire, c'est on sort d'une CAN médiocre. Et on arrive à ces barrages-là, on va au Cameroun. Moi, je m'étais dit, faut sortir avec le moins de dommages possible. Encaisser le moins de buts, etc. Moi, je m'attendais à une défaite, mais je m'attendais à une défaite 1-0. Voilà, quoi. Essayer de garder, de ne pas prendre trop de buts. Et le Cameroun, qui était demi-finaliste de la CAN, hein, juste avant, hein, donc ils étaient demi-finalistes Oui. de la CAN. Et ils se font sortir par l'Égypte, je crois. Ils sont demi-CAN. Et du coup, contre toute surprise, on gagne 1-0 là-bas. Et même pire, on a frôlé le 2-0, l'action de Belaïli qui ne cadre pas. Et il ne cadre pas face à face avec le gardien. Hein. Normalement, on leur met 2-0 et c'est plié. Au retour, il se passe ce qui se passe, notamment avec des faits de jeu très litigieux, un arbitrage très médiocre, la VAR qui était en panne pendant ce match-là les premières minutes. La première mi-temps, la VAR ne fonctionnait pas. Et du coup, on a vu, il s'est passé ce qui s'est passé. Et moi, pour ma verso, je pense que le coach, il devait arrêter ce jour-là. Ce jour-là, il devait pas continuer, il devait pas faire une autre CAN. Il devait arrêter ce jour-là. Ce fut un échec cuisant, ce fut un échec traumatisant pour le peuple algérien. Il devait arrêter ce jour-là, il ne devait pas continuer. Donc, on a vu la suite, voilà. Hmm. Il y a eu donc une nouvelle élimination au premier tour de la CAN qui a un peu, j'allais dire, causé le départ de Jamel Belmadi. Et il y a eu un nouveau coach entre-temps qui est Petkovic, qui est connu notamment pour avoir entraîné la Suisse et pour un épisode glorieux au Girondins de Bordeaux. Comment as-tu vu cette nomination? Alors moi, je te cache pas que j'étais un peu surpris parce que Petkovic, dans le même style, on avait essayé un peu avant lui en 2017, Rejvac. C'est celui qui a atteint les quarts de finale avec le Ghana en 2010. Donc c'est un Serbe. On avait essayé un peu la même école que Petkovic. Avant lui, on a essayé Valid Alihodzic aussi. C'est un peu la même approche, la même vision de football assez tactique, assez rigide une tactique très rigide. Moi, j'étais pas fan. Je te cache pas que je n'étais pas très fan de sa nomination. Moi, je m'attendais un peu à un profil soit européen, soit local, un peu à l'image d'un Hervé Renard ou même de son adjoint, comment il s'appelle déjà, Gourel. Patrice Baumel. Patrice Baumel, de son adjoint, qui faisait un très bon travail avec un club local, le Mouloudia d'Alger. Donc, il faisait un très très bon, donc il faisait un très bon travail. Il avait entraîné la Côte d'Ivoire, donc il a l'expérience d'un gros vestiaire avec des joueurs, notamment cette mixité entre joueurs locaux et joueurs professionnels d'Europe. Moi, je m'attendais plutôt à un profil similaire. Mais bon, donc Petkovic, jusqu'à présent, il fait ses preuves. Son bilan est plutôt favorable. Il n'a pas beaucoup de défaites. Il s'est qualifié à la Coupe du Monde. Sans oublier que les deux premières victoires et les 6 premiers points, c'est Jamel Belmadi qui les ramène. Hein. Hmm. Tu fais bien de le rappeler parce que C'est Jamel Belmadi qui ramène les 2 premières victoires, les 6 premiers points notamment. Oui. tu fais bien de le rappeler parce que j'allais enclencher avec la phase de qualification. Dans un groupe qui pouvait paraître mi-abordable, mi-homogène, l'Algérie se qualifie, j'ai l'impression, sans trop de difficultés. Dans un groupe où la Guinée est un peu en difficulté, l'Ouganda, entre guillemets, surperforme. Et après, il y a d'autres équipes, je pense notamment à la Somalie, qui est un peu en dessous du lot. Il y avait aussi la Mozambique qui a pu peut-être poser quelques problèmes. Peux-tu me parler plus en détail de cette phase de qualification? Ah oui, en fait, ces phases de qualification-là, elles étaient très intenses. Il y avait quelques surprises. On attendait que ça soit la Guinée qui était potentiellement euh, attendu à que ce soit l'adversaire direct de l'Algérie, mais c'était plutôt le Mozambique qui nous a un peu titillé. Mais bon, mais même si on les a battus aller-retour, c'est eux qui étaient les deuxièmes du classement, je crois. On les a battus aller-retour, notamment première victoire à l'extérieur au Mozambique, ramenée par Jamel Belmadi. On les a battus 2-0, notamment à un 5-0 au retour en Algérie. En fait, les qualifications, c'est juste que la Guinée, c'est qu'ils nous ont battus lors du premier match de Petkovic. En Algérie, ils nous ont battus 1-0 et chez eux, on fait match nul. Du coup, mais bon. Mais
cette qualification, elle était plutôt logique et plutôt moins périlleuse que les fois précédentes parce qu'on avait un groupe, une équipe largement plus qui avait plus les armes de battre les autres équipes respectueusement, Ouais, bien sûr. Même si entre ces bien sûr, hein, pas les autres équipes, mais bon, ils pouvaient pas faire. Oui, après cette phase de qualification, donc il y a eu une CAN où, après plusieurs éliminations au premier tour, l'Algérie retrouve entre guillemets une position digne de son rang et atteint les phases finales. Il s'incline donc en quart de finale face au Nigeria. Quel bilan tu en as tiré de cette CAN? Cette CAN, elle me laisse un goût un peu amer parce que certes, les deux dernières CAN où on est éliminé lors du premier tour deux fois de suite, celle-ci, on avait, en fait, on est arrivé à la CAN avec en catimini, si je puis dire, sans trop fanfaronner. Donc on disait, il y avait une communication claire autour de l'équipe nationale où on disait, bon, on essayera juste de passer le premier tour, après on verra. Mais bon, c'était juste pour un peu, pour repousser le stress et la pression des joueurs. Mais moi, je sais, en connaissant mon équipe, je sais qu'ils voulaient aller le petit et qu'ils pensaient même aller décrocher cette canne au Maroc. Hein, donc, on pensait vraiment qu'on pouvait arriver. Mais je trouve que la phase des groupes, elle était solide. Le match face à la RDC était aussi très tactique et très solide de notre part. Et après le match du Nigeria, c'est là où un peu où ça s'est compliqué. Notamment, il y a une grosse frustration parce que quand je vois notamment notre potentiel et ce qu'on peut faire et notre façon de jouer, on avait toutes les armes. On était en fait, c'était vraiment l'équipe idéale. On avait toutes les armes qu'on pouvait vraiment battre et faire déjouer cette équipe. Mais j'ai l'impression qu'on n'est jamais rentré dans le match. Et aussi, il y a eu un litige, il y a eu un penalty clair et net en faveur de l'équipe d'Algérie qui n'a pas été sifflé. L'arbitre n'est pas allé voir la VAR. Au fait, c'est le même penalty que avant-hier, l'arbitre il accorde au PSG sur la main de Davis. C'est exactement la même. Ça touche sa cuisse, ça rebondit sur sa main. Il va voir la VAR, il donne penalty. C'est exactement pareil. Donc, le niveau d'arbitrage africain, on le connaît. Voilà. Donc, peut-être que je me disais à zéro, tu as un péno, tu le marques. Ça peut changer la physionomie du match. Ça peut changer. On sait très bien, le match à 0-0, quand tu marques ou quand tu ne marques pas, ce n'est pas du tout le même match. Le match pouvait changer, pouvait donner une autre dynamique. Mais bon, globalement, on ne va pas se voiler la face. Le match, il était décevant. L'équipe n'est jamais rentrée vraiment dans son match. Le Nigeria nous ont surclassé dans tous les domaines. Ils étaient beaucoup plus forts et c'est logique. Mhm. Je voudrais continuer ce podcast en parlant un peu de l'effectif. Un effectif qui est assez expérimenté, vu qu'il y a encore des personnes, je pense notamment Riyad Mahrez, qui était déjà là en 2014. Il y a beaucoup de personnes fin de vingtaine, début de trentaine d'années. Comment tu analyses cet effectif algérien? Est-ce que tu pousserais peut-être pour un peu plus de jeunes ou tu penses que l'expérience peut être très intéressante dans une compétition comme la Coupe du Monde? En fait, l'expérience, elle est très importante dans une compétition telle que la Coupe du Monde. Tu as raison, c'est vrai, elle a de l'expérience. Mais aussi, quand on peut dire l'expérience est importante, on peut avoir de l'expérience et on peut encadrer l'équipe et les jeunes, notamment depuis le banc de touche. On n'est pas obligé d'être titulaire. Hein. On est obligé d'être titulaire pour encadrer ou pour ramener sa touche, sa patte. Moi, je trouve que Riyad Mahrez, on l'a vu maintenant sur 3 CAN d'affilée, c'est très léger. Il joue en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il là-bas, il crée des exploits, il gagne des Ligues des Champions africaines, des Ligues des Champions asiatiques, il gagne son championnat. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas du tout le même niveau, ce n'est pas du tout la même exigence, ce n'est pas du tout la même intensité. On l'a vu à la dernière CAN. Riyad Mahrez ne peut plus déborder, il ne peut plus dribbler comme avant, ce n'est plus le joueur de City. Au fait, c'est vrai, il a sa patte, il peut te mettre un coup franc, il peut te mettre une balle arrêtée, etc. Mais je suis d'accord, on peut le faire rentrer le dernier quart d'heure, il peut gratter des minutes, mais il n'a absolument plus la capacité de jouer titulaire en équipe d'Algérie. On voit aujourd'hui le football de 2025, de 2026, c'est full pressing, c'est full condition physique, c'est full. Riyad Mahrez, il a plus ce physique-là, il a plus cette capacité, et ça s'est senti lors de cette dernière CAN. Riyad Mahrez n'arrive pas à déborder, il n'arrive pas à dribbler, en fait, il fait la différence que en jouant en arrière il peut avoir ce rôle-là s'il joue en 10, en playmaker ou en 9,5.
On lui demande pas beaucoup de faire des débordements, mais ailier, je ne crois pas. Ailier, Riyad Mahrez, ça va être très, très compliqué pour lui lors de cette Coupe du Monde-là. Et c'est le même son de cloche, c'est pareil, hein, c'est le même son de cloche pour un Ace Amandi. Bon, lui, certes, il joue encore à Lille, il joue encore en Ligue 1, mais Ace Amandi, ça commence à être compliqué en équipe d'Algérie, ça commence à s'essouffler vite, ça commence à ne plus suivre le rythme. Mais bon, est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on a le luxe de se passer de ses services? Parce qu'il est très complémentaire avec Rami Ben Sebaini. Mais je trouve que les jeunes, ils doivent, en fait, c'est leur chance. Et cette Coupe du Monde-là, moi, je pense que c'est maintenant que les jeunes comme un Hadj Moussa, comme un Kebal, comme même devant un Bakrar qui joue au Dynamo Zagreb, Adil Boulbina, etc. En fait, ces jeunes-là, c'est maintenant. Parce qu'en fait, les jeunes, ils ont une insouciance quand ils jouent, ils n'ont pas de pression, ils ont de l'insouciance, ils ont. Moi, je pense que c'est leur compétition et c'est maintenant qu'ils doivent prendre le relais. Parce qu'avec Riyad Mahrez, je pense que si. Moi, j'ai mon idée. Je pense que le coach, il va le faire jouer, il va commencer titulaire, il va jouer. Malheureusement, il va continuer à jouer titulaire, mais je pense que c'est pas la bonne solution. Juste si à la CAN, tu n'y arrives pas, alors à la Coupe du Monde, j'imagine même pas comment ça va être. Oui, pour toi, tu aimerais que cette Coupe du Monde, ce soit un peu le point de départ pour que la nouvelle génération, comme tu disais, les Kebal, des Hadj Moussa, prennent plus de, prennent plus de place. C'est exactement ça, parce que c'est ces jeunes-là qui sont plus frais, qui sont plus habitués et coutumiers du haut niveau. Ils jouent souvent des compétitions européennes. Ils jouent, ils sont. Moi, je vois physiquement, c'est eux qui peuvent faire la différence. Ils peuvent maintenant un Riyad Mahrez avec l'âge qu'il a et il joue en Arabie Saoudite. Moi, je ne pense pas qu'il peut faire ses tâches offensives, qu'il puisse redescendre, aider ses coéquipiers en défense, qu'il peut. Je ne crois pas. On a vu hier, avant-hier, la Ligue des Champions, on a vu un Luis Diaz qui fait, un Kvaras qui fait. Ah bah, je ne crois pas que Riyad Mahrez, c'est vrai, ce fut un très très grand joueur. À City, c'était un monstre. À Leicester, c'était un monstre. Mais aujourd'hui, voilà, il y a une réalité. On ne peut plus faire revenir Zinedine Zidane en équipe de France non plus. Voilà, il y a une réalité du terrain aujourd'hui qui nous fait dire que Mahrez, ça va être très compliqué, quoi. Pour toi, est-ce qu'il peut avoir un peu ce statut mal placé, entre guillemets? En fait, c'est tellement une icône. Est-ce que Petkovic pourra ou voudra le mettre sur le banc? En fait, normalement, un coach, on ne doit pas se poser cette question-là. Parce que normalement, ce qui prime, c'est l'intérêt de l'équipe nationale et l'intérêt suprême du pays. Donc, on ne doit pas dire oui, est-ce que je peux? Tu es un sélectionneur, tu as entraîné une équipe comme la Suisse, tu as entraîné la Lazio, faut pas oublier, elle a entraîné la Lazio, donc tu sais comment je vais investir. Et Riyad Mahrez, tu peux le, tu peux le responsabiliser, tu peux lui donner, le faire sentir qu'il est important dans l'équipe sans qu'il puisse jouer titulaire. Il peut être un encadrant. Bah voilà, Riyad, tu peux compter sur toi. Il faut que tu encadres les jeunes. Il faut que tu leur montres un peu comment ils se passent sur le terrain. Il faut que tu leur donnes un peu l'esprit de l'équipe nationale, cet amour pour le pays, etc. Donc, ça ne veut pas dire, on a vu plein de fois des équipes qui gagnent où ils ont des joueurs chevronnés expérimentés sur le banc de touche. Limite, ils ont fait l'adjoint avec le coach. Quoi. Tu les vois debout, ils sont là, ils gèrent l'équipe. Donc, Riyad Je vois un peu, tu vois plus, comme tu disais, une espèce de d'adjoint sur le terrain en quelque sorte. Tu le verrais un peu dans le rôle d'adjoint sur le terrain en quelque sorte. c'est exactement ça. C'est adjoint, joueur expérimenté, qui il a une grosse expérience, qui peut gérer les jeunes, les aider, leur enlever la pression, les guider, leur donner un peu de grinta, etc. Parce que là, normalement, lui, s'il voit l'intérêt de l'équipe nationale, s'il voit ses performances lors de la CAN, et non, si on regarde les trois dernières CAN, normalement, il dit au coach, coach, voilà, je laisse ma place aux autres. Normalement, il sait, mais il sait parce qu'il joue en Arabie Saoudite, c'est pas la même intensité. Il fait pas les mêmes courses, il fait pas le même nombre de kilomètres par match, il fait pas, bah, ça joue un peu en trottinant, etc. Donc là, dans un haut niveau comme la Coupe du Monde, c'est juste pas possible, c'est impossible. D'accord. Est-ce que il y a des problématiques outre l'âge de certains joueurs, peut-être dans d'autres postes, parce que je sais qu'il y a Lucas Zidane qui est arrivé avant la CAN, mais le poste de gardien, depuis l'arrêt entre guillemets de Raïs Mboli, il a géré un peu de mal à trouver son gardien. Est-ce que pour toi, il y a d'autres postes outre le poste de gardien où peut y avoir des... Ça peut être un peu plus problématique pour toi?
Au fait, le poste de gardien aujourd'hui, il soulève beaucoup de questions, il nous fait beaucoup peur parce que depuis Raïs Semboli, on n'a plus trouvé la doublure digne de lui, hein, de ce qu'il a accompli et comment il a rendu heureux et fier le peuple algérien. Aujourd'hui, sont dénigrés les. Au fait, le sélectionneur de ce qu'on voit ne fait pas confiance aux gardiens locaux, ceux qui jouent au championnat national, ne leur fait pas confiance. Pourtant, c'est des gardiens qui sont d'un très bon niveau, qui jouent souvent des compétitions africaines avec leur club. Et ils jouent souvent la Ligue des champions africains, la Coupe des confédérations africaines. Ils sont souvent sélectionnés pour jouer la Coupe arabe avec l'équipe nationale A prime. Donc, c'est des gardiens qui sont de très très bon niveau. Certes, avec la blessure de Lucas Zidane, les taux se resserrent et on n'a plus vraiment de choix. Là, on se retrouve à convoquer des gardiens de vraiment des divisions inférieures, de troisième division française, comme Mandrea, du championnat de Suisse, comme il s'appelle le jeune là, Mastil, je crois, donc pour championnat suisse, etc. Donc, je pense que le coach, aujourd'hui, il est dos au mur, il n'a plus vraiment le choix que de convoquer le meilleur gardien du championnat national, hein. Donc, c'est à lui. Il y a trois ou quatre gardiens qui sont très très bons. C'est à lui de faire son choix. Et là, maintenant, il n'a plus le choix. Donc, Lucas Zidane, il est quasiment forfait pour la Coupe du Monde. Et voilà quoi. Donc, il est obligé de convoquer un gardien de l'équipe nationale. Mmh, bien sûr. Est-ce que quel serait ton joueur à suivre? Le joueur peut-être que tu estimes un petit peu sous les radars, un joueur sur qui tu aimerais que les auditeurs, portent l'attention sur lui? Ce serait quoi ton petit joueur à suivre? Ah, mon petit joueur à suivre, ah bah maintenant, je crois plus qu'il est vraiment petit. Moi, le joueur qui me plaît vraiment, que je trouve qu'il est vraiment sous-coté et je trouve qu'il a vraiment perdu beaucoup de temps dans son club, c'est Hicham Boudaoui qui joue à Nice. Je trouve que c'est un très très bon joueur, très très bon milieu de terrain, très grosse condition physique, un box-to-box qui a la capacité de se projeter et devant et de faire de gros replis défensifs. Il a une très bonne vision, très bonne vista, il a une grosse frappe. Moi, je pense qu'il devrait changer de club, un peu aller voir ailleurs, notamment s'il peut jouer en Liga. Eh ben, je pense qu'il a des offres, hein. Il peut jouer en Liga, en Première Ligue, etc. Hicham Boudaoui, j'attends beaucoup de lui dans cette Coupe du Monde. J'allais dire Maza, mais Maza maintenant, commence à devenir très connu avec le Bayer Leverkusen, c'est tout le monde. Mais Hicham Boudaoui, je pense qu'il aura ce rôle-là parce qu'on l'a vu, il a fait une très grosse canne et je crois que ça va être le joueur qui va performer durant cette Coupe du Monde. Même si des fois il n'est pas au top avec Nice, notamment avec des histoires de vestiaire, des histoires un peu Nice, c'est compliqué ces temps-ci. Mais quand il vient en équipe nationale, tu sens qu'il vient, c'est un plaisir pour lui, tu sens que c'est une bouffée d'oxygène pour lui et il se donne au maximum, tu le vois, il est très impliqué. Même des fois, il est passé par des périodes où il jouait pas du tout à Nice, mais quand il arrive, il fait des prestations. Moi, je me dis, waouh, bah, ce mec-là, s'il joue pas à Nice, voilà, quoi, je comprends pas, quoi. Ouais, j'allais dire, et le contexte qu'il y a autour de l'OGC Nice, où c'est un peu un marasme, n'aide pas forcément. C'est exactement ça. Ça n'aide pas vraiment et même pour l'environnement d'un joueur, il lui faut un peu de sérénité, un peu de. L'OGC Nice, actuellement, c'est très, très compliqué pour eux. Ouais. Mmh. Oui, c'est un joueur qui, pour toi, pourrait toucher un plus grand public en allant dans un championnat plus exposé. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Là, je pense qu'il fait une belle compétition. Je pense qu'il peut décrocher des clubs de Liga, milieu de tableau, voire il peut jouer, hein. Moi, je le vois bien, jouer dans des clubs. Il peut jouer à il peut jouer à la Sociedad, il peut jouer à Villarreal, il peut à Première Ligue. Je le vois bien. Il peut jouer à Brighton, il peut jouer dans ces clubs-là. Je vais pas dire qu'il va jouer à City ou à Chelsea ou voilà. Mais il peut jouer dans de bons clubs de Première Ligue ou de Liga. Il peut jouer sans souci, hein, je suis sûr et certain. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu des Algériens cités, Riyad Mahrez, aujourd'hui avec Nouri, Ali Benarbia à une certaine époque. Ah oui, 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 il y a eu Ben Arbia avec Nouri, Riyad Mahrez. Oui, oui. Bah, après, je pense que il est resté assez longtemps à l'OGC Nice. Je pense qu'il est resté 7 saisons, je crois. 7 saisons, il a fait 7 saisons, je crois. Ah oui, il est arrivé en 2019, on est en 2000. Ouais, c'est 7 saisons, c'est ça. Il fait 7 saisons à l'OGC Nice. Je pense qu'il a perdu un peu de temps. Sa progression, elle a un peu freiné. Mais je crois que s'il fait une bonne compétition et qu'il attire un peu
Là, on sait que les clubs, ils vont beaucoup surveiller les joueurs lors de cette Coupe du Monde. Je pense qu'il peut atterrir dans un bon club. Oui, bah, ça peut être intéressant, ça peut être un joueur qui peut être intéressant à suivre, oui, qui va peut-être jouer beaucoup plus libéré par rapport au contexte qu'il a à l'OGC Nice. L'Algérie est donc dans la poule avec l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. L'Argentine paraît favori et la Jordanie a l'air d'être un peu le favori pour la dernière place. Je dirais que le pronostic de la plupart des gens, ce serait que l'Algérie et l'Autriche se battent pour la deuxième place. Et toi, ce serait quoi ton pronostic? Alors, mon pronostic, moi, je me dis si on est vraiment dans le mood Coupe du Monde, Algérie, comme on n'a pas de complexe face aux grosses équipes, moi, je me méfierais plutôt de la Jordanie parce en fait, je les connais bien. On les a joués souvent en Coupe arabe. En fait, c'est la même équipe. Nous, en Coupe arabe, souvent, on aligne la deuxième ou la troisième équipe, voire la quatrième. Et eux, en fait, c'est leur première équipe. Ils l'alignent. En fait, c'est une équipe très tenace. Ils ont un bon coach. Euh, c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent oui, non, mais la Jordanie, mais franchement, ne pas sous-estimer. Même pas pendant la Coupe d'Asie des Nations, ils font de bons parcours. Ils sont en progression, ils sont sur une bonne progression. Et là, ce discours, il est très redondant, je l'entends très souvent. Oui, mais la Jordanie, je pense qu'on peut avoir une surprise face à eux. Faut pas les sous-estimer parce qu'ils peuvent vraiment nous faire mal. Et au Nigeria ou à l'Autriche, euh, je te cache pas que je ne suis pas très inquiet face à l'Argentine. Plutôt, j'ai dit Nigeria, pardon. L'Argentine, je ne suis pas très inquiet. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que face aux grosses équipes en Coupe du Monde, on fait le taf en général. On arrive un peu à sortir le costume de l'événement. Et pour l'Argentine, leur jeu, comment ils sont un peu vicieux, comment ils provoquent l'adversaire, comment ils essaient de rentrer dans la tête de l'adversaire à chaque fois, comment ils mettent des petits coups bas à chaque fois. Je pense que l'équipe d'Algérie, c'est la meilleure équipe qui puisse affronter, hein. Parce que là, on peut vraiment leur faire leur jeu à eux. Et franchement, je m'inquiète pas vraiment. Je sais que les joueurs ils vont sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et je m'inquiète plutôt contre l'Autriche et la Jordanie. Hmm. T'as peur de peut-être d'être déçu. Et comme tu dis, oui, la Jordanie a fait le dernier finaliste de la Coupe d'Asie. Ils ont été finalistes de la Coupe arabe, notamment. Donc pour toi, c'est une équipe que tu ne sous-estimes pas. Je ne sous-estime absolument pas parce que la Jordanie, c'est la genre d'équipe qui peut vraiment nous casser les pieds, nous arracher des points, quoi. Donc, faut pas les sous-estimer. L'Autriche aussi, c'est une bonne équipe, elle est solide. Je trouve que le match est très ouvert avec eux, notamment où je pense qu'on a vraiment les armes pour les battre, hein. Donc, moi, je vois qu'on a les armes pour les battre. Mais après, faut pas aussi oublier que l'Algérie, elle revient en Coupe du Monde après deux Coupes du Monde qu'on n'a pas participé. Faut pas trop aussi mettre de pression sur les joueurs. Déjà, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, de potentiellement sortir de la poule. Si on y arrive, tant mieux. Sinon, voilà, donc on peut pas leur mettre de la pression à des joueurs qui n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde ni celle d'avant. Donc, faut assez aller un peu doucement et voilà, qu'on verra match par match. Donc, quoi ton objectif personnel, passer le premier tour ou, comme tu dis, soit prendre match par match ou peut-être passer le premier tour, voire même aller plus loin, ce serait quoi? À partir de quel stade tu serais satisfait? Moi, je n'ai pas d'objectif, hein, parce que quand je vois l'équipe du Maroc qui arrive en demi-finale, je dis ils n'ont pas une meilleure équipe que nous, hein. Je vois le 11, si on peut faire poste par poste, c'est vrai qu'ils ont de très très bons joueurs. Nous aussi, on a de très très grands joueurs. Et je dis si eux, ils ont pu faire ça. Après, c'est vrai que chaque match ne ressemble pas à l'autre. Chaque compétition est différente d'une autre. Il y a plein de paramètres et plein de choses qui amènent à ce que tu fasses une performance. Mais je dis que on peut facilement sortir de la poule. Et si on sort de la poule, après, on verra tout ce qui peut se passer. Match sur un match, on ne sait pas. On peut mettre un but et mettre le bus, on peut aller au péno, ou on peut prendre trois ou quatre buts, ça je sais pas. Mais disons que sortons de la poule, puis on verra. Hmm.
Toi, ouais, tu prendras la phase finale comme du bonus en quelque sorte. C'est exactement ça. Ouais. Bah, merci beaucoup à toi, Amine, pour cette interview. Je te laisse le mot de la fin. Tu es libre de t'exprimer comme tu veux. Tu as carte blanche. Bah, c'est moi qui te remercie, Lucas. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de parler de l'équipe d'Algérie et de l'Algérie. Donc, on est un peuple, on est mordu de football. On aime beaucoup notre équipe. On la soutient toujours, dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles. C'est ça le foot, hein. On peut pas gagner toujours. Il y a toujours un aspect de victoire et de défaite. Mais on aborde cette Coupe du Monde-là avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de, d'objectifs d'aller le plus loin possible. J'espère que le coach et les joueurs auront le sens de la responsabilité. Ils vont voir que tout un pays derrière eux. On a les armes, on a une bonne équipe, on a les armes pour sortir, pour aller plus loin. Certes, le groupe n'est pas facile, comme les gens ils peuvent penser. Oui, non, mais non, le groupe n'est pas du tout facile. Mais on a les armes d'aller plus loin et j'espère qu'on ira le plus loin possible. C'était le mot de la fin. Je te remercie, Amine, pour cette interview. Je te souhaite une agréable fin de journée. Merci à toi, Lucas. Merci à toi. Au revoir. Avec une génération qui s'apprête à tirer sa révérence et des nouveaux jeunes qui poussent à la porte, la Coupe du monde de l'Algérie aura des airs de début de transition. Ciao!